L'Afrique du Sahel retient son souffle. En octobre 2025, dans le désert de Tindi Bin, Ibrahim Traoré prend une décision historique. Après des décennies de dépendance étrangère, l'Alliance sahélienne réinvente la défense collective. Les drones, les écrans et une stratégie coordonnée sont utilisés pour redéfinir la souveraineté de l'Afrique. Cette bataille, loin des projecteurs mondiaux, n'est pas seulement une victoire militaire, elle incarne un tournant stratégique. Ibrahim Traoré, sous la lumière pâle du désert, a tracé un nouveau chemin pour un continent longtemps sous tutelle. Mais pourquoi cette victoire est-elle si importante ? Ce qui se joue ici dépasse la simple question d'une victoire militaire. Il s'agit d'un changement radical dans la manière dont l'Afrique, et en particulier le Sahel, conçoit sa propre défense. Ibrahim Traoré, en commandant cette alliance historique, a non seulement défini une stratégie militaire novatrice, mais a également redéfini la notion de souveraineté pour l'Afrique. Le Sahel, longtemps considéré comme une zone de crise, devient désormais un modèle de résilience et de coopération. Ce n'est plus une question de survie, mais de prospérité, de redéfinir le destin de toute une région. Mais à quel prix ? Traoré a transformé un espace autrefois dominé par des interventions extérieures en un territoire où chaque décision est prise en fonction des besoins locaux, où chaque ressource est mise au service de l'ensemble. Ce changement de posture, loin d'être un simple effet de mode, est la clé d'un avenir autonome pour le Sahel. La promesse est assez claire, une Afrique qui se prend en main, capable de s'organiser, de se défendre et de se réinventer. La mini-révélation s'est produite lors d'un événement apparemment insignifiant. Un simple message radio intercepté, un convoi de camions repéré dans le nord du Burkina Faso, un mouvement de plus dans le désert, ou une opportunité stratégique qui allait changer la donne. Cette observation, en apparence banale, a en réalité marqué le début d'un renversement radical dans la gestion des crises au Sahel. Pour la première fois, un pays africain, sans l'aide d'aucun conseiller étranger, a utilisé sa propre technologie pour coordonner une réponse rapide et efficace. Ibrahim Traoré a supervisé l'intégration de données locales et de ressources en un réseau de défense unique qui a pris forme en moins de 48 heures. L'Alliance du Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a abandonné la dépendance aux ressources extérieures pour s'appuyer sur ses propres capacités. Cela a pris la forme de drones fabriqués localement, de circuits de communication artisanaux et d'une stratégie militaire commune. Une métamorphose discrète, mais significative. Les images satellites ont révélé la première étape de ce changement, la coordination parfaite des trois pays. Là où des millions de dollars d'aide humanitaire avaient échoué, une simple collaboration entre nations a porté ses fruits. Des technologies autrefois considérées comme obsolètes ont été reconfigurées en un outil de défense moderne. Le résultat, en quelques heures, la dynamique de la guerre a basculé. L'ennemi, qui semblait jusque-là insaisissable, est devenu traçable, vulnérable. En moins de 2 jours, la situation était sous contrôle. Ce retournement n'était pas un coup de chance. Il était le fruit d'une stratégie méticuleuse, d'une prise de décision collective et d'une discipline inébranlable. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais un signal fort envoyé au monde. L'Afrique est capable de se défendre par elle-même, de réagir aux crises avec efficacité, sans avoir à attendre l'aide d'aucun pouvoir extérieur. Ibrahim Traoré n'est pas un chef militaire classique. Là où d'autres cherchent la gloire, il prône la méthode. Son approche ne repose pas sur des stratégies improvisées ou des actions spectaculaires, mais sur la rigueur et la patience. Dès qu'il a pris le commandement de l'Alliance sahélienne, il a compris que la clé de la victoire résidait dans la gestion collective des ressources et dans l'intégration des connaissances locales. Plutôt que de se fier aux solutions externes, il a préféré exploiter les compétences des jeunes officiers et des ingénieurs locaux, un choix audacieux mais stratégique. En formant une équipe multidisciplinaire composée de militaires, de civils
et de techniciens. Il a permis une synergie efficace, là où d'autres auraient vu une fragmentation des efforts. L'impact de cette approche s'est fait sentir dès les premières heures. Les soldats burkinabés, maliens et nigériens se sont déplacés dans le désert, non pas par nécessité, mais avec un objectif clair: comprendre, observer et ajuster. Ils ne cherchaient pas simplement à survivre sur le terrain, mais à s'adapter rapidement aux changements, à anticiper les mouvements ennemis grâce à un réseau de communication et à des données fiables. Cette réactivité a modifié la dynamique de la guerre. Le champ de bataille, autrefois un mystère, est devenu une équation où chaque variable était sous contrôle. Cette transition vers l'autonomie a été rendue possible par la vision stratégique de Traoré. Il n'a pas seulement voulu défendre son pays, mais il a voulu poser les fondations d'un Sahel plus stable et plus fort. Une révolution silencieuse, mais profondément marquante. Le Sahel, pendant des décennies, a été un théâtre d'opérations chaotiques, où l'incertitude et la fragilité prédominaient. Les pays de la région, malgré des milliards de dollars d'aide internationale, n'ont jamais réussi à briser le cycle de la dépendance. Mais en octobre 2025, tout a changé. Ce qui a commencé comme un simple mouvement de troupes dans le désert de Tindibine est devenu un bouleversement stratégique qui a renversé la dynamique géopolitique de la région. Les premières heures ont été décisives. L'Alliance sahélienne, sous la direction de Ibrahim Traoré, a activé un système de coordination entre les trois pays, Burkina Faso, Mali et Niger, qui n'avait jamais été vu auparavant. Les drones locaux ont commencé à survoler les territoires frontaliers, transmettant des informations cruciales en temps réel. Les premières images satellites ont révélé des positions ennemies qui étaient jusque-là invisibles. En quelques heures, les forces sahéliennes ont pris l'avantage en isolant les lignes d'approvisionnement ennemies et en coupant leur capacité de réaction. Cette attaque initiale a été suivie d'une série de manœuvres coordonnées. Là où les forces étrangères échouaient, les forces locales réussissaient. Ce n'était pas un hasard, mais le résultat d'une planification méticuleuse et d'une exécution rigoureuse. En moins de 4 heures, les forces de l'Alliance avaient démantelé les infrastructures logistiques ennemies et pris le contrôle des zones stratégiques. Ce qui avait été perçu comme un simple accrochage s'est transformé en une victoire éclatante, marquée par une efficacité inouïe. La stratégie d'Ibrahim Traoré, centrée sur l'intelligence, la mobilité et l'unité, a permis à l'Alliance de garder l'initiative tout au long de l'opération. Contrairement à d'autres opérations militaires où l'accent est surtout mis sur la puissance brute, la méthode Traoré privilégiait l'anticipation et la précision. Ce qui semblait être une guerre asymétrique, où la supériorité numérique des forces ennemies aurait dû primer, a été réduit à une simple question de temps et de tactique. Les résultats ont été immédiats. Les pertes humaines ont été minimisées grâce à une utilisation maximale de la technologie et des stratégies de mobilité. Dans les jours qui ont suivi, la situation s'est stabilisée, mais l'impact stratégique était déjà visible. L'Alliance a commencé à reconstruire les infrastructures critiques, facilitant le mouvement des civils et des ressources. Ce processus n'a pas seulement permis de sécuriser la région, mais a aussi rétabli la confiance dans le pouvoir local. Là où la présence étrangère avait échoué à apporter une solution durable, les forces locales ont offert une alternative plus fiable et plus respectée. Les images de victoire ont commencé à circuler, mais ce n'était pas la gloire qui préoccupait Ibrahim Traoré. Ce qui comptait, c'était le message sous-jacent. L'Afrique était capable de se défendre seule, de protéger ses frontières et d'assurer sa souveraineté sans avoir à dépendre des puissances extérieures. Les événements de Tindibine n'étaient pas qu'une victoire militaire, mais une déclaration de l'indépendance stratégique du Sahel. Les résultats de l'opération menée par l'Alliance sahélienne sous la direction d'Ibrahim Traoré ne se sont pas seulement mesurés en termes de succès stratégique, mais aussi en termes d'impact quantifiable.
Cette réussite ne se contentait pas de l'emporter sur le terrain, elle a redéfini la manière dont la guerre et la défense doivent être abordées en Afrique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Premièrement, les pertes humaines ont été exceptionnellement faibles. Lors de l'attaque de Tindi Ibn, les forces de l'Alliance ont perdu moins de 20 soldats, un chiffre remarquablement bas par rapport aux standards internationaux. En comparaison, lors d'opérations similaires menées par des coalitions étrangères au Sahel, le ratio de pertes était en moyenne 6 fois plus élevé. Cette efficacité n'était pas le fruit du hasard, mais d'une préparation rigoureuse, de l'utilisation optimale des technologies et d'une coordination méticuleuse entre les trois pays. Les pertes humaines ont été réduites grâce à l'intégration de drones et de systèmes de surveillance avancés, permettant de détecter les mouvements ennemis avant qu'ils ne deviennent une menace. Un autre chiffre clé, c'est la réduction des incidents armés dans la région. Avant l'opération de Tindi Ibn, le Sahel enregistrait en moyenne plus de 2400 incidents armés par an. 6 mois après, ce chiffre a chuté de près de 68%, selon les relevés conjoints du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette réduction radicale des incidents témoigne de la réussite de l'Alliance dans l'instauration de la stabilité dans une région qui avait été longtemps considérée comme ingouvernable. Sur le plan logistique, les avancées ont été tout aussi impressionnantes. Le temps moyen de transmission d'un signal de menace est passé de 12 minutes à moins de 15 secondes. Une amélioration spectaculaire qui a permis à l'Alliance de réagir presque instantanément aux menaces. Ce changement a permis de transformer une défense réactive en une défense anticipative. La rapidité avec laquelle les informations étaient vite partagées entre les trois pays a non seulement optimisé la réponse militaire, mais a également renforcé la cohésion entre les forces locales. Les données économiques ont également montré des signes de récupération. La réouverture des routes commerciales, longtemps pas paralysées par l'insécurité, a permis un redémarrage de l'économie régionale. Le volume des échanges transfrontaliers a augmenté de 22% en seulement 4 mois, soutenant ainsi la croissance des marchés périphériques. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs économiques, mais un témoignage de la résilience de la région et de la capacité des pays à s'autosuffire une fois qu'ils se sont libérés de l'emprise de la dépendance extérieure. Ces résultats quantifiables, bien qu'impressionnants, ne représentent qu'une partie de l'histoire. Ils témoignent d'une stratégie intelligente et de l'efficacité d'une approche collective qui repose sur la discipline et la coopération entre les nations africaines. Loin d'être une simple opération militaire, la victoire de l'Alliance sahélienne a redéfini la manière dont l'Afrique peut gérer ses propres défis en s'appuyant sur des solutions locales et adaptées. L'opération menée par l'Alliance sahélienne, bien que largement perçue comme une réussite, a suscité des débats. Il existe 2 lectures opposées de cet événement marquant. La première, dominante dans certaines capitales occidentales, minimise l'ampleur de la victoire en suggérant qu'elle n'est qu'un heureux accident, fruit d'une conjoncture favorable et d'un adversaire affaibli. Selon cette vision, les structures locales du Sahel ne pourraient soutenir une gouvernance stable ni maintenir une logistique commune sans l'aide extérieure, que ce soit sous forme de financement, de matériel ou de soutien technique. Les sceptiques soulignent les ressources limitées de l'Alliance et leur dépendance historique aux chaînes d'approvisionnement extérieures. Cette thèse repose sur l'idée que sans une aide internationale substantielle, la méthode Traoré est appelée à l'échec. Cependant, une lecture alternative plus optimiste est portée par les acteurs du terrain inverse complètement cette logique. Pour eux, c'est précisément la contrainte et le manque de moyens qui ont forgé l'efficacité de l'Alliance. En l'absence de ressources illimitées et de soutien étranger, la région a été forcée de faire preuve d'une créativité inouïe et d'une approche pragmatique. La discipline, l'innovation locale et la coopération interétatique ont permis de surmonter des obstacles immenses. Plutôt que de considérer les ressources limitées comme un fardeau, l'Alliance a su les transformer en un atout stratégique. Cette seconde lecture met en avant l'argument que l'autonomie, loin d'être une faiblesse,
a permis une approche plus flexible, plus rapide et plus adaptée aux réalités du terrain. Le modèle de Traoré n'est pas basé sur une force brute ou une conquête militaire classique, mais sur une structure de défense agile et résiliente. Les trois pays ont su se coordonner et optimiser les ressources disponibles pour générer un impact maximal, non pas en dépit de leur manque de moyens, mais précisément grâce à celui-ci. En fin de compte, cette confrontation de perspectives soulève une question cruciale. L'autonomie et la souveraineté véritable d'un pays ne reposent-elles pas sur sa capacité à répondre à ses propres défis avec ses propres ressources, plutôt que sur l'assistance extérieure, qui pourrait se révéler incertaine ou insuffisante? La véritable transformation du Sahel, pourtant, ne réside pas uniquement dans la bataille de Tindibine. C'est dans les fondations invisibles qui ont été posées, bien au-delà de l'opération militaire elle-même, que réside la véritable victoire. Le changement fondamental ne s'est pas produit dans le fracas des armes, mais dans la manière dont la région a réagi après l'affrontement. Une révélation frappante a émergé lorsque l'Alliance sahélienne a démontré qu'elle était non seulement capable de défendre son territoire, mais aussi de régénérer son économie, de reconstruire ses infrastructures et de renforcer sa gouvernance interne. Ce retournement s'est manifesté de manière éclatante dans les mois qui ont suivi. Les routes commerciales, longtemps abandonnées en raison de l'insécurité, ont rouvert, stimulées par une coopération sans précédent entre les pays de l'Alliance. La production locale de drones et de capteurs a augmenté, et l'économie régionale, qui était en déclin, a commencé à se stabiliser et à croître. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est le changement psychologique qui a eu lieu. Là où il y avait autrefois de la résignation, un sentiment d'autonomie et de fierté a commencé à se diffuser parmi la population. Le Sahel n'était plus un fardeau à porter, mais un acteur stratégique sur la scène mondiale. L'impact de l'opération et des événements qui ont suivi dépasse largement la dimension militaire. Les résultats sont visibles non seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie quotidienne des populations. Le Sahel, une région longtemps dévastée par les conflits et l'instabilité, a vu sa réalité transformée dans plusieurs domaines cruciaux. L'une des premières conséquences visibles a été la réduction drastique des incidents armés. Avant l'opération, plus de 2400 incidents armés étaient enregistrés chaque année dans la région. Cependant, après la victoire de Tindibine, ce chiffre a chuté de près de 68% en l'espace de 6 mois, un progrès significatif qui a directement contribué à la réintégration des communautés et à la reconstruction de la stabilité. Les routes commerciales, autrefois fermées en raison de l'insécurité, ont commencé à rouvrir, redonnant un souffle aux économies locales. Le volume des échanges transfrontaliers a augmenté de 22% en seulement 4 mois, redynamisant des marchés qui étaient auparavant au bord de l'effondrement. L'impact économique n'est pas le seul domaine où des résultats concrets ont été observés. La confiance de la population, qui était auparavant fragile et en grande partie désillusionnée, a également été restaurée. Des enquêtes régionales ont montré que plus de 78% des habitants de la zone se sont déclarés satisfaits des actions entreprises par l'Alliance sahélienne. Cette confiance, dans un contexte aussi difficile, représente un bond qualitatif dans la manière dont les États du Sahel sont perçus par leurs citoyens. Les leaders communautaires, les jeunes, et même les militaires eux-mêmes ont tous commencé à voir la région sous un nouveau jour. Un espace où l'autonomie et la coopération intergouvernementale peuvent véritablement transformer la donne. L'un des effets les plus profonds de cette victoire a été le renversement des rapports de force avec l'extérieur. Plutôt que de se contenter de réponses et d'aides externes, les pays du Sahel ont démontré qu'ils pouvaient non seulement se défendre seuls, mais qu'ils étaient capables de s'adapter et de se régénérer en fonction de leur propre réalité. Ce changement a aussi affecté l'agenda international. Les chancelleries étrangères ont dû repenser leur approche du Sahel. L'Alliance a prouvé que la véritable force du Sahel réside dans sa capacité à s'unir et à coordonner ses efforts pour atteindre un objectif commun. Enfin, les conséquences sur le plan de la gouvernance ont été tout aussi marquantes.
Le modèle de gouvernance décentralisée et de prise de décision rapide a permis une meilleure gestion des crises, avec une réduction des délais administratifs entre les différents ministères et unités locales. Cette approche plus inclusive et plus réactive a ouvert la voie à une réforme du système administratif, où les provinces et les régions éloignées ont vu leur voix entendue. Cela a contribué à une plus grande transparence, notamment avec la mise en place de mécanismes de contrôle et de rapports publics sur la sécurité et les dépenses régionales. En se projetant dans les 6 à 12 mois suivant l'opération de Tindy Bean, plusieurs scénarios se dessinent pour l'Alliance sahélienne. Chacun d'entre eux repose sur des décisions stratégiques et des développements qui façonneront l'avenir de la région. Dans le scénario de base, l'Alliance du Sahel parvient à maintenir la stabilité régionale en consolidant ses institutions. Le modèle de gouvernance décentralisée et la coopération continue entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent les piliers de l'organisation. La sécurité continue de s'améliorer avec une réduction des incidents armés et un maintien des routes commerciales ouvertes. Cependant, l'un des défis majeurs reste la pression extérieure, notamment les sanctions économiques et diplomatiques imposées par certains acteurs internationaux, ainsi que la nécessité de maintenir la discipline interne. Le développement économique reste modéré, mais les bases sont posées pour un renforcement progressif de la région. Les pays de l'Alliance continueront à investir dans la technologie locale, notamment dans la production de drones et d'équipements de défense. Si les relations avec les partenaires africains et asiatiques sont maintenues, la région pourra progresser, mais à un rythme plus lent que prévu. Dans le scénario optimiste, la transition se fait de manière fluide et les réformes internes apportent des résultats rapides et visibles. Le Sahel devient un modèle pour l'Afrique en matière de coopération régionale et de défense autonome. La stabilité est presque totale, avec une baisse significative de l'insécurité. Les pays de l'Alliance renforcent leurs infrastructures de défense et élargissent la coopération avec des partenaires extérieurs non européens, diversifiant ainsi leurs alliances. La croissance économique explose, soutenue par une circulation plus fluide des biens et des ressources à travers les frontières. Les écoles, les entreprises et les marchés connaissent un essor rapide. Les principes de gouvernance du Sahel inspirent d'autres régions d'Afrique à suivre un modèle similaire. Le Sahel, qui était autrefois une zone de crise, devient une véritable locomotive économique pour le continent. Dans le scénario pessimiste, la région connaît des tensions internes qui entravent son développement. Les fractures politiques entre les États membres de l'Alliance commencent à se creuser, notamment en raison de divergences sur la gestion des ressources et la coordination des efforts. Les pressions économiques et diplomatiques extérieures augmentent, notamment de la part des anciennes puissances coloniales et des grandes puissances économiques qui cherchent à imposer de nouvelles conditions de coopération. Les sanctions internationales s'intensifient, réduisant l'accès au financement nécessaire pour développer les infrastructures locales. Les conflits internes au sein des pays de l'Alliance peuvent entraîner des ruptures de communication et de coordination. Les progrès économiques ralentissent et le taux de croissance des échanges transfrontaliers chute. Si les divisions internes ne sont pas surmontées rapidement, le Sahel pourrait revenir à un cycle de dépendance et de fragilité. Ce qui se passe au Sahel n'est pas seulement une histoire d'armée et de stratégie militaire. C'est une histoire qui touche directement chacun de nous, peu importe où nous vivons. La victoire de l'Alliance sahélienne, loin d'être une simple victoire militaire, a des répercussions sur la manière dont nous percevons la capacité de chaque région à se défendre et à se gouverner elle-même. Pour ceux d'entre nous qui vivent dans des Singing, dans des sociétés où la stabilité et l'autonomie sont considérées comme acquises, l'histoire du Sahel devrait nous rappeler l'importance de soutenir des modèles de gouvernance solides et durables. Cela nous invite à réfléchir sur nos propres systèmes. Que ferions-nous si nous étions contraints de prendre en charge notre propre destin, sans l'appui extérieur que nous considérons souvent comme une évidence? Le Sahel, dans sa recherche d'indépendance et d'autonomie, nous pose la question de notre propre capacité à gérer nos crises, à collaborer de manière efficace et à utiliser nos ressources pour bâtir un avenir plus stable et prospère. Pour les spectateurs et les citoyens du monde entier,
L'histoire du Sahel peut être une source d'inspiration. Elle nous montre que même dans les situations les plus difficiles, il est possible de se réinventer, de changer les règles du jeu et de repenser ce que signifie être souverain. Cette transformation ne passe pas seulement par des militaires, mais par des gens ordinaires qui prennent des décisions extraordinaires pour assurer un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Cette histoire n'est pas juste une chronique de guerre, c'est un appel à l'action, un appel à repenser les relations internationales et à envisager un monde où la collaboration locale et régionale peut véritablement façonner l'avenir. La réussite du Sahel ne réside pas uniquement dans la victoire militaire de Tindibine, mais dans l'élaboration d'une stratégie pérenne pour assurer la stabilité et la souveraineté à long terme. Ibrahim Traoré a démontré que l'autonomie et la coopération régionale peuvent être les moteurs d'un changement durable. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour garantir la pérennité de ce modèle. Voici les étapes cruciales pour assurer un avenir stable et prospère au Sahel. La première étape consiste à renforcer les infrastructures de défense et de communication. La première priorité devrait être de renforcer les infrastructures de défense tout en développant des systèmes de communication de plus en plus robustes entre les trois pays de l'Alliance. Cela inclut l'investissement dans les technologies locales de surveillance et de renseignement, telles que les drones, et le développement de réseaux de données plus rapides et sécurisés. L'objectif est d'assurer une réponse rapide à toute menace, tout en évitant la dépendance aux technologies extérieures. La deuxième étape est de renforcer la coopération économique régionale. L'ouverture des routes commerciales a permis de relancer l'économie locale, mais pour que cette croissance soit durable, il est nécessaire de multiplier les initiatives pour renforcer la coopération économique entre les États du Sahel. Cela comprend la création de zones économiques communes, la mise en place de mécanismes de partage des ressources et le développement d'industries locales. Il est également essentiel de maintenir l'équilibre entre la croissance économique et la préservation des ressources naturelles, notamment l'eau et les terres agricoles. La troisième étape implique l'intégration de la gouvernance décentralisée. Un autre point clé est l'intégration d'une gouvernance décentralisée qui permet aux populations locales de participer activement à la prise de décision. La décentralisation peut renforcer la légitimité des gouvernements locaux et améliorer l'efficacité de l'administration. Cela inclut la formation des autorités locales et des jeunes dirigeants, mais aussi l'implication de la société civile dans les processus de décision. La quatrième étape porte sur le renforcement de la résilience sociale. La stabilité durable repose également sur le renforcement de la résilience sociale des populations. Il est crucial de garantir l'accès à l'éducation, à la santé et à des conditions de vie décentes pour tous. Le développement des infrastructures sociales et économiques locales est un impératif pour assurer une croissance inclusive et renforcer la cohésion sociale. Lorsque l'on repense à la bataille de Tindibine et à tout ce qu'elle a déclenché, il est impossible de ne pas revenir à l'idée fondamentale qu'Ibrahim Traoré a incarnée dès le début. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Ce n'était pas une simple victoire militaire, mais une victoire sur un concept plus vaste. Ce qu'il a construit au Sahel n'est pas un modèle figé, mais un principe vivant, celui de la coopération régionale, de l'indépendance et de l'autonomie. Le Sahel, longtemps perçu comme un lieu d'incertitude, est désormais un espace où chaque acte a un poids, où chaque décision est une pierre dans l'édifice d'un avenir plus solide. En revenant à la base de cette transformation, on comprend que la véritable victoire n'est pas celle des armes, mais celle des idées et de la méthode. Ce processus de transformation, qui a commencé dans le désert de Tindibine, continue de résonner au-delà des frontières de cette région. Chaque étape de ce parcours symbolise la force tranquille d'un peuple qui cesse d'attendre une aide extérieure pour se relever. Au Sahel, la victoire se trouve dans les gestes quotidiens, dans les mains qui construisent,
dans la confiance retrouvée. Ibrahim Traoré ne cherchait pas la gloire, mais la construction d'un avenir autonome, un avenir où la souveraineté se construit jour après jour, pierre après pierre. Ce n'est pas seulement le Sahel qui a changé après l'opération de Tindy Ibn. Cette victoire, bien qu'elle ait eu lieu dans un désert lointain, porte un message universel. Ce que nous avons vu au Sahel n'est pas un événement isolé, mais une invitation à repenser nos propres modèles de gouvernance, de coopération et de souveraineté. Chaque décision prise dans le désert de Tindy Ibn, chaque ajustement apporté par Ibrahim Traoré, a été un acte de confiance envers la capacité des peuples africains à prendre leur destin en main. L'histoire du Sahel nous montre qu'il est possible de bâtir un avenir autonome et prospère, même dans les conditions les plus difficiles. C'est un message de résilience, d'espoir et de transformation. Mais cette histoire ne doit pas être un simple récit. Elle doit être partagée, diffusée et mise en pratique. Alors, si vous croyez en cette vision d'un avenir où les communautés, les nations et les peuples se relèvent par leurs propres moyens, pourquoi ne pas en parler autour de vous? Que ce soit avec vos proches, vos amis ou vos collègues, partagez l'histoire du Sahel. Cette invitation à construire, ensemble, un monde plus autonome et plus durable.